J'aime la chasse, l'émission. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission qui défend la chasse et la ruralité. J'ai le plaisir ce soir d'être accompagnée de notre rédacteur en chef, Denis Plat. Bonsoir, Denis. Bonsoir, Amélie. Tout va bien pour toi ? Tout va très bien. Bon, comme d'habitude, c'est bien. Avec Denis, tout va toujours bien. J'ai le plaisir d'être accompagnée ce soir également de Patrick. Bonsoir Patrick, comment vas-tu ? Bonsoir Amélie, je vais bien. Le gouvernement a relâché mon coiffeur, donc ça fait du bien. Je suis en pleine forme, dire, je les remercie. Nous aurons également le plaisir de recevoir ce soir plusieurs invités. Nous accueillons Anne Chevet qui est historienne d'art et conférencière. Bonsoir Madame Chevet, comment allez-vous ? Très bien, bonsoir. Ravie de vous compter parmi nous. Nous aurons également le plaisir de recevoir Christophe Savouré, le propriétaire des éditions du Gerfaut. Bonsoir Monsieur Savouré, comment allez-vous ? Bonsoir Amélie, ça va, les librairies sont ouvertes, donc tout va bien. Pas bien. Bon, tout le monde est en forme, j'ai l'impression, ce soir. C'est bien. Nous aurons également le plaisir de recevoir Étienne Van den Driesch, artiste peintre et sculpteur. Bonsoir, comment allez-vous ? Vous m'entendez ? Très bien, Amélie, bonsoir. Bon, bonsoir. Nous aurons le plaisir de recevoir Thibaut De Witt, qui est peintre de chasse. Bonsoir, Monsieur De Witt, comment allez-vous ? Bonsoir, Amélie. Ça va très bien. Parfait. Au sommaire de l'émission de ce soir, bien entendu, les actualités chasse. Nous reviendrons sur l'annonce de la mort du dernier président chasseur Valéry Giscard d'Estaing. Nous parlerons d'un fait divers mêlant braconnage et jackpot pour les associations de protection de la nature. Nous nous intéresserons au chardonneret, une espèce dont la population est fragile et malheureusement victime du braconnage. Nous reviendrons sur la grosse déception qu'a dû ressentir Wine Voice face au recours que l'association avait déposé contre l'arrêté du préfet de Haute-Vienne. Nous parlerons du recours aux drones pour protéger les troupeaux contre les attaques des loups. Nous reviendrons sur des actes anti-chasse et aurons l'occasion d'entendre un propriétaire qui a malheureusement retrouvé sa cabane de chasse brûlée. Patrick nous parlera de ce qu'il a pu voir cette semaine sur les réseaux. Denis reviendra quant à lui sur ce qu'il a pu lire dans les médias cette semaine. Le dossier de la semaine sera consacré ce soir à l'art et la chasse. Nous aurons l'occasion d'échanger avec nos invités autour de ce sujet. Le dossier équipement sera consacré ce soir au tout nouveau kit Talkie-Walkie de la marque Alvis. Nous démarrons par les actualités chasse. Denis, nous avons appris mercredi la mort de Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui ? Alors oui, je vais parler de lui sous l'angle de la chasse. Oui, il est décédé mercredi à l'âge de 94 ans. C'était un chasseur. C'était d'ailleurs le dernier président de la République, chasseur, et affirmant haut et fort cette passion pour la chasse, qu'il a beaucoup exercée tout au long de sa vie, avant d'être président, pendant qu'il était président, dans les domaines de chasse présidentiels, de Marly, de Rambouillet, de Chambord. Il a beaucoup chassé aussi sur ces terres du Puy-de-Dôme, qui sont des beaux endroits, des beaux territoires de chasse, mais aussi à l'étranger, que ce soit en Afrique, beaucoup. Ça a un petit peu défrayé la chronique, ces chasses présidentielles en Afrique, mais aussi à l'Est, en Pologne, en URSS, ça existait encore à l'époque, l'URSS, et puis jusqu'en Mongolie, où il est allé chercher ces fameux mouflons des hauts plateaux d'Asie centrale. Voilà, donc c'est vraiment un grand ami de la chasse et un grand chasseur passionné qui nous a quittés. Voilà. Et qui a chassé tardivement en France et à l'étranger, me semble-t-il. Oui, alors je crois savoir qu'il a validé son dernier permis en 2012. Il avait donc 86 ans. Donc vraiment, voilà, voilà, quand on valide encore un permis à l'âge de 86 ans, c'est qu'on a ça dans le sang. Donc oui, encore une fois, condoléances à sa famille et à ses proches. C'est un chasseur qui nous quitte et nous en sommes bien tristes. Tu voulais revenir, Denis, sur la condamnation d'un retraité pour braconnage de passereaux.
Oui, alors hormis le fait divers, qui est ce qu'il est, les conclusions qu'il faut en tirer sont assez intéressantes. Bon, pour revenir sur les faits, un petit retraité du Sud-Ouest, puisqu'il a été jugé et condamné à Dax, braconné. Il n'y a pas d'autre mot, des passereaux qu'il vendait sous la forme de brochettes à des gastronomes de la région, dont un ancien international de rugby. Voilà. Et évidemment, étant illégal, il s'est fait prendre au bout d'un certain nombre d'années et il a été amené au tribunal. Le plus scandaleux dans tout ça, hormis le fait du braconnage, c'est qu'un certain nombre d'associations se soient portées partie civile. Alors les associations, vous imaginez bien qui elles sont. Il y a la LPO, il y a France Nature Environnement. Les mêmes que d'habitude. Il y a la CEPANZO, il y a l'ASPAS. Et ces associations demandaient jusqu'à 1 300 000 € de dommages et intérêts. Ça, c'était leur demande. C'est énorme. C'est complètement effrayant, c'est surprenant, c'est incroyable. Les attendus du procès sont les suivants. Il y a eu 100 000 €. Alors, il y a eu des condamnations pénales, bien entendu, dans un premier temps, pour le braconnier et deux de ses consommateurs. Et il y a aussi l'aspect civil. Donc, il y a plus de 100 000 € de dommages et intérêts qui ont été accordés à ces diverses associations. Dont 80 000 à payer par ce petit retraité. On se demande bien de comment il fera. Quel est le préjudice de ces associations ? Alors justement, on peut se demander à quel titre ces associations sont présentes dans un tribunal pour demander des dommages et intérêts. Sont-elles propriétaires de ces oiseaux ? Non, la faune sauvage est res nullius, comme on dit en droit, chose de personne, donc ça ne leur appartient pas. Donc ils ne subissent pas, en tant que propriétaires, des dommages. S'il s'agit de préjudice écologique, dans ce cas-là, c'est l'ensemble de la France et des Français qui sont, lésés par ce braconnier. Et comme ces associations ne nous représentent en rien, elles ne représentent même qu'elles-mêmes, je ne vois vraiment pas à quel titre on les autorise à se porter partie civile et a fortiori, pourquoi on leur accorde des dommages et intérêts. Dommages et intérêts qui vont alimenter leur caisse, qui vont leur permettre d'intenter d'autres actions en justice, de faire du lobbying. C'est bien rodé et habituel. Voilà, c'est comme une système. des manières pour ces associations d'arrondir leur fin de mois, et puis aussi de faire travailler les cabinets de certains avocats probablement amis, grâce en particulier aux subventions et qu'ils touchent ou aux dons de certains, naïfs qui les approvisionnent de cette manière. Donc là, il y a vraiment un sujet de fond. À quel titre ces associations peuvent-elles se porter partie civile et à quel titre se voit-elle attribuer des dommages et intérêts ? Je ne le comprends pas. Je crois qu'il y a la Fédération de chasse aussi qui était partie. Alors la Fédération de chasse des Landes s'est portée partie civile. C'est la même chose. C'est un petit peu du même ordre. Voilà. Il serait peut-être temps qu'on se penche sur cette anomalie. Patrick, tu voulais nous parler du chardonneret, qui est une espèce dont la population est aujourd'hui fragile et qui est victime des trafiquants de drogue. Bah oui, de toute façon le braconnage c'est le 4e fléau au niveau mondial et donc j'ai lu l'article qu'a sorti Denis cette semaine qui m'a intéressé et qui revient sur ce braconnage de chardonneret et ce trafic. Denis. Oui, alors voilà, là on a affaire non pas au braconnage d'un petit retraité du Sud-Ouest qui arrondit ses fins de mois. Un autre tableau là. Non, là on a affaire à un véritable trafic. D'ailleurs, le braconnier n'est pas du tout le même. Ce n'est plus du tout Rabolio à qui on a affaire. On a affaire à des gens qui sont en général impliqués dans bien d'autres affaires, des trafics de drogue, des trafics d'armes. Certains viennent de certaines banlieues de Marseille. C'est un trafic organisé. Le chardonneret est un très bel oiseau qui est demandé pour son plumage et pour son chant par des amateurs. Il y a récemment un individu qui a été condamné à de lourdes peines parce qu'il avait plus de 200 chardonnerets chez lui et il en tirait des revenus que la police a estimés à 80 voire 100 000 € par an. Sur ce trafic. Il faut savoir que c'est un trafic qui est aussi international. Les pays du Maghreb ont une grosse population de chardonneret. Au Maroc,
le trafic est tellement important que la population est en train de diminuer drastiquement menacé. et voire en train de disparaître. Voilà. Donc il faut s'enlever l'image en ce qui concerne le chardonneret du braconnier traditionnel. Là, on a affaire à des trafiquants qui font d'ailleurs bien d'autres trafics. Mais il se trouve que les peines encourues sont bien moindres que celles du trafic de drogue et du trafic d'armes et que les revenus sont quand même substantiels. Donc ils sautent sur toutes les occasions, là aussi, pour faire de l'argent. Et les associations dont tu parlais, elles sont sur le coup là ou un Alors peu là, moins bizarrement, je ne crois pas. Bon. Un trafic, du coup, visiblement très rémunérateur. Patrick, tu voulais nous parler de la grosse déception qu'a dû vivre One Voice. Encore toujours les mêmes associations. Donc eux, ils avaient attaqué un arrêté concernant la régulation pendant la période de confinement et ils ont été déboutés, me semble-t-il. Oui, alors c'était l'arrêté préfectoral de Haute-Vienne, si je me rappelle bien. Le tribunal administratif de Limoges les a déboutés. Il s'étonnait à One Voice qu'on autorise la régulation en période de confinement. Sans doute se souciait-il de notre santé, merci, je les remercie. Mais il s'étonnait aussi de l'autorisation de réguler certaines espèces comme le cormoran. Il faut savoir quand même que dans cette région, il y a des piscicultures et que le cormoran fait des ravages dans les piscicultures. Donc voilà, il est intéressant de noter une chose. One Voice voulait que le tribunal administratif juge sur l'urgence, dans l'urgence, pour évidemment arrêter au plus vite ces pratiques horribles. Le tribunal ne l'a pas entendu de cette oreille. Il a jugé que l'arrêté préfectoral était légal, point, barre. Il est à souhaiter que cette décision de justice fasse jurisprudence et que d'autres associations dans d'autres départements se voient débouter de la même manière, qu'on arrête d'encombrer nos juridictions administratives avec ce genre d'affaires qui n'apportent rien si ce n'est un petit coup de projecteur sur des associations qui ne vivent que de cela. Oui, puis on a du temps pour ça aussi. Voilà. Patrick, tu voulais nous parler de tests qui vont être faits avec des drones pour protéger les troupeaux des attaques de loups. Oui, il y a de plus en plus de loups, donc de plus en plus d'attaques sur les troupeaux. C'est quand même un vrai problème pour les bergers. Et ça bouge, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, où il va être fait une expérience avec des drones pour les surveiller. Alors, Denis, j'en appelle à ton passé professionnel. C'est des drones militaires qui vont... Alors, dans un premier temps, il faut savoir que le Comité national loup est hébergé en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est la région qui a le plus de loups en France, que l'expérience va être conduite en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la coordination rurale qui en a parlé récemment, et un article s'en est fait l'écho. Il faut quand même savoir que depuis 6 ans, les attaques ont été multipliées par 4 et qu'en 2019, il y a environ 15 000 têtes de bétail diverses et variées qui ont été officiellement tuées par le loup. Cela, c'est sans compter les bêtes qui ont avorté, les bêtes non retrouvées, et ainsi de suite. C'est une véritable perte sèche pour les éleveurs et pour les bergers. On voit les chiffres d'ailleurs en ce moment à l'écran. Alors, ces drones, de quoi s'agit-il ? Alors, on aimerait que ce soit le fameux drone Predator de l'armée américaine qui soit capable de lancer des roquettes sur le loup. Malheureusement, non. Protégé par la Convention de Berne, on n'utilisera pas de drone armé. Là, il s'agit quand même de ce qu'on pourrait appeler en langage militaire un système d'armes, parce que ce n'est pas simplement un drone qui va observer, c'est un ensemble qui va du drone jusqu'à l'intelligence artificielle, le système d'effarouchement, tout cela lié à des dispositifs au sol. Donc c'est assez pointu, assez complexe, et ça permettrait au final d'effaroucher un loup qui attaquerait des troupeaux. C'est assez intéressant, encore une fois, pour effaroucher. Maintenant, ne faudrait-il pas cantonner le loup aux seuls parcs nationaux? Ça, c'est la question du jour. Un vaste débat. On verra peut-être dans le temps, on aura l'occasion de revenir probablement sur les résultats de ces tests. Denis, tu voulais, on en parle, on relaie régulièrement sur nos réseaux, tu voulais nous parler de nouveaux actes anti-chasse. Oui, alors de 2 actes anti-chasse en particulier. Près de Saint-Mihiel la semaine dernière, des chasseurs revenant d'une battue de chasse, de régulation, ont eu la désagréable surprise de trouver 2 de leurs voitures avec les goujons de roues desserrés.
Donc là, d'un côté, évidemment, puisque de l'autre, les auteurs de ces actes pouvaient être vus, il y a vraiment volonté de tuer quelqu'un qui reprend sa voiture et qui, au bout de quelques kilomètres, voit sa roue le dépasser. Oh, surprise. Donc, premier acte. La gendarmerie du département, d'ailleurs, s'en est fait l'écho, a envoyé un message et une publication à toutes les sociétés de chasse en disant « Attention à vos voitures lorsque vous revenez d'une partie de chasse ». On franchit un cap, là. La haine à ce point-là, c'est quand même assez incroyable. Le deuxième acte anti-chasse dont je voulais vous parler s'est déroulé en Normandie et une cabane de chasse sur un terrain privé a été incendiée une nuit. J'ai contacté le propriétaire de cette cabane de chasse qui nous a accordé une petite interview. On va en entendre quelques extraits tout de suite. Il faut quand même préciser avant que, un petit bois, une cinquantaine d'hectares, 5 personnes, 5 amis qui chassent là-dessus depuis des années, un peu les copains d'abord, la bonne vieille chanson de Brassens, qui laissait libre cours aux gens du voisinage pour aller faire des champignons, ramasser des châtaignes, éventuellement faire des barbecues même. Oui, ils laissaient leurs installations à la libre disposition des gens du voisinage, donc des gens hospitaliers, agréables et sympathiques, et qui ont la désagréable surprise de retrouver leur cabane de chasse incendiée. Ce n'est pas la première dans le voisinage, donc là aussi, on a affaire à des actes de ces ados boutonneux qui se prennent pour des justiciers. Je demande vraiment à tous les chasseurs de garder leur calme, même si, bien entendu, nous aurions tous envie de les rencontrer. Mais là, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que le geste déplacé d'un chasseur, l'énervement, pour pouvoir ensuite aller pleurnicher sur les réseaux. Évidemment. Donc, voilà. On va écouter l'interview de Frank Host, qui est le propriétaire de cette cabane et qui est, vous le verrez, désolé, en plein désarroi, et qui nous a dit d'ailleurs, moi, je ne la reconstruis pas. Voilà. Eh bien, samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche, nous avons un petit abri de chasse que nous avions fait avec des amis à nous qui servaient d'abri de chasse et d'endroits où on se retrouvait en convivialité avec des amis et tout ça en plein milieu de notre bois. Et cet abri, dans la nuit de samedi à dimanche, on lui a mis le feu. Voilà, il n'y a plus rien. C'est carrément tout a cramé complètement. Il y a plus rien du tout, quoi. Pour un petit bâtiment qu'on avait fait nous-mêmes, qu'on avait couvert, mis en lambris pour justement pas recouvert de lambris pour pas que ce soit ça déteigne dans le paysage. Voilà, tous ceux qui nous demandaient, on leur laissait l'accès. Et malheureusement, il y a des personnes qui se sont amusées, ils mettent le feu, ce qui fait qu'il n'y a plus rien du tout. On entretient les allées parce que justement, ce bois-là, on ne veut pas le clôturer car on laisse libre accès à toute personne qui veut aller ramasser des châtaignes, des champignons, se promener avec leurs chiens. Comme là, en plus, avec le Covid, les gens ont besoin de sortir. C'est un petit bois qui est isolé, donc les gens, les petits villages qui sont autour peuvent se promener dedans, les châtaignes. En plus, nous, on a un chemin pédestre qui traverse de part en part. On a régulièrement des gens à cheval et tout ça. Voilà, on ne veut pas le clôturer parce que on veut quand même que ça reste un libre accès. Est-ce qu'il y a eu d'autres actes du même type dans la région, des sabotages de miradors ou des incendies Moi, je suis dans le Calvados. Dans le Calvados, oui, vous avez eu j'ai un ami chasseur qui est tombé de son mirador parce qu'on avait scié les pieds. Mais on avait scié les pieds aux 3/4 et on n'avait pas scié complètement. À la rigueur, le scier complètement pour qu'il tombe, mais là, c'était vraiment fait volontairement. Ils ont scié à 80% le pied. Quand il est monté et qu'il est arrivé en haut, quand il s'est déplacé, le mirador est tombé, il s'est cassé la figure de 2,50 m, quoi. Et donc voilà, nous avons entendu là quelques petits extraits de l'interview. Il faut savoir que l'interview complète est disponible sur notre chaîne YouTube, J'aime la chasse TV. Je vous engage à aller l'écouter au complet. Ça vous donnera vraiment un portrait complet de ce monsieur Host qui est charmant et avec lequel on a envie d'aller chasser. Patrick, à toi maintenant, qu'est-ce que tu as pu voir sur les réseaux cette semaine ?
Eh ben, j'ai vu pas mal de choses. Nos trois mousquetaires du RIP ont fait parler un peu d'eux. Alors pas les trois, mais déjà deux d'entre eux. Donc il y a Pascal Pointu, qui est donc un membre du mouvement de la ruralité, qui a débusqué une campagne pour le foie gras. Vous voyez les images là pour le site internet VP, propriété d'Antoine Granjon, qui est un des initiateurs du RIP. Donc on trouvait, Pascal Pointu, moi je me serais pas permis, un peu de contradiction entre ce qu'il affiche à la télé et puis quand le business parle, le business parle. Toujours sur les trois mousquetaires, ce coup-là c'est Xavier Niel qui est réinvesti avec Pigasse, alors qu'il fait pas partie d'eux, mais je crois ils ont déjà Le Monde, ils sont actionnaires du Monde, ils sont aussi actionnaires de Media One, qui est un grand groupe de télévision, d'ailleurs qui est propriétaire de Chasse et Pêche, nos confrères. Donc une nouvelle fois, Xavier Niel, il y a business is business, ça ne te dérange pas d'être actionnaire d'une chaîne de chasse quand il milite pas pour le RIP. Et toujours pour continuer, j'ai vu un dossier intéressant sur Valeurs Actuelles qui revient sur le RIP. Je vous lis le chapeau de ce dossier. Donc, depuis le 2 juillet dernier, le journaliste militant Hugo Clément, parce qu'il parle de lui, et les trois grands patrons de la tech, ceux que je citais, rêvent d'un référendum d'initiative partagée sur la cause animale. Derrière les bonnes intentions, la négation même du monde paysan et l'avènement d'une philosophie transhumaniste. Donc ça, c'est juste l'introduction du dossier, mais je vous conseille la lecture de ce dossier qui est très intéressante. Voilà, pour continuer, on parlait de chasse et pêche. Là, cette fois, ils se sont fait railler la semaine dernière par Le Quotidien de Yann Barthès, émission de grande audience qui se moque souvent des autres, beaucoup moins d'eux-mêmes. Donc là, ils sont moqués, on connaît le procédé, ils le font pour tout le monde, ils prennent des petites courses extraits et puis ils tournent en ridicule, alors de façon des fois légitime ou des fois beaucoup moins, les auteurs de ça. Là, ils étaient donc sur Chasse et Pêche pour l'émission du Chasseur français et ils se moquaient de l'émission. Déjà ça c'est un peu choquant, mais c'est surtout quand j'ai vu apparaître Antoine Berton dans l'émission. Antoine Berton, qui était l'animateur, le présentateur de cette émission, qui était aussi le rédacteur en chef du Chasseur français, est décédé il y a il y a un an, excusez-moi. Il est décédé il y a un an. Se moquer de lui à la télévision, je trouve ça franchement malvenu. Donc voilà, je voulais mon petit coup de gueule et puis en même temps avoir une pensée pour Antoine Berton. Voilà, autrement un peu positif, faut aussi faire des mini coups de chapeau. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de coup de chapeau, Denis. Là, c'est un tweet à Julien de Normandie, notre ministre de l'Agriculture. Je trouve que déjà, il est relativement clair et assez tranché dans ses positions. Et les positions sur la viande artificielle sont sans appel, où il est contre. Donc, je vais faire un petit coup de chapeau à Julien de Normandie. Voilà, et pour finir, j'ai vu un petit article dans l'Union. L'article, c'est sur les sangliers et la trop grande présence de sangliers. L'article, vous le voyez, c'est à Gland, beaucoup trop de sangliers. Donc c'est un article complètement sérieux. J'ai trouvé ça assez rigolo et je trouve ça complètement naturel qu'à Gland, il y ait beaucoup de sangliers. Ils ont vu le nom, le panneau et ils ont débarqué en force. Donc voilà, pour finir cette petite chronique, et autrement, ce qu'on voit sur les réseaux, on va se faire un peu d'autopromotion. On va toujours là vous rappeler un peu ce que vous pourrez retrouver sur notre Facebook J'aime la chasse, sur notre site internet, mais également, quand vous voulez faire du replay, c'est mieux d'aller sur le YouTube J'aime la chasse TV pour retrouver tous nos contenus. Et donc cette semaine est paru le 2e épisode hier soir de notre série sur le Bruno du Jura. Donc là on s'intéresse au dressage, après la semaine dernière on présentait la race. Et la semaine prochaine, donc samedi soir prochain, vous pourrez voir le travail sur le terrain. Donc la conclusion de tout ça, c'est très intéressant. Denis aussi a interviewé le président du Doubs sur quelque chose qui nous tient à cœur, c'est les dérives qu'il y a dans certaines chasses, si on peut appeler ça de la chasse. Oui, le président de la Fédération départementale de chasse du Doubs, qui en effet s'insurge contre certaines pratiques dévoyées de la chasse. Bon, elles sont connues. On met les chiens sur la voie d'un animal, on les suit au collier GPS, et ensuite on monte vite dans les 4x4 pour recouper la voie de l'animal et l'attendre lorsqu'il est bien crevé après quelques kilomètres de course. C'est une pratique
qui est extrêmement minoritaire, il faut le savoir, qui est permise par les moyens modernes, qui, on le rappelle, en colis GPS, c'est pour récupérer ses chiens, point, barre, c'est tout. Alors il y a quelques voyous, quelques brebis galeuses qui pratiquent ça. Dans le Doubs, le président de la Fédération départementale de chasse en a assez. Il a lancé un partenariat avec la gendarmerie locale pour que ces pratiques cessent. Donc là, il y a 15 jours, la gendarmerie a mis les grands moyens, hélico, patrouille, et ainsi de suite, et ils ont chopé des gens sur le fait. Et ces gens-là sont verbalisés et vont probablement subir des sanctions très graves. Il est quand même à noter que l'Office français de la biodiversité, qui avait été saisi par la Fédération départementale de chasse, était assez timoré, assez discret sur le sujet, à tel point que la Fédération départementale de chasse a décidé de faire appel à la gendarmerie, qui n'a pas lambiné et qui a mis un terme à cette équipée. Interview très claire, je vous engage donc à écouter l'interview du président de la Fédération des chasseurs du Doubs, très clair, et position tranchée, et il a raison, parce que ça fait beaucoup de tort à la chasse, c'est pratique, on ne chasse pas en véhicule en utilisant des GPS et compagnie. Voilà, et pour finir, ce qu'on a publié sur nos réseaux, on a publié donc mardi dernier le 2e épisode de notre série de chasse en Pologne qui avait été tournée l'hiver dernier. Je vous lance un petit extrait d'une séquence du 2e épisode, où j'étais au poste, c'est moi qui ai la chance de partir en Pologne, et j'étais donc avec mon cadreur au poste. Et ce qui est assez rigolo, là on le voit, il y a des cerfs qui s'approchent de nous, et en fait l'envers du décor, c'est qu'au début j'ai dû avoir une intuition, j'avais briefé mon cadreur qui n'est pas chasseur, je l'avais briefé, j'ai dit si jamais il y a des cerfs qui arrivent ou n'importe quel animal, on ne bouge pas, et là comme vous pouvez le voir, il y a du monde qui a débarqué. Donc un moment assez sympathique de ces quelques cerfs. Alors je dis une dizaine de cerfs, mais c'est mon côté marseillais. Il y avait 6 cerfs, je crois, qui sont arrêtés à 25 mètres de moi. Donc tout ça, vous pouvez retrouver l'épisode 1, l'épisode 2 de la chasse en Pologne et suivre les autres bientôt. Vous retrouvez tout ça sur notre chaîne YouTube J'aime la chasse TV. Denis, qu'as-tu pu lire dans les médias cette semaine ? Alors, les brèves du chasseur. Oui, alors dans un premier temps, quelque chose d'important. Communication des organisateurs du salon de Mantes-la-Jolie. Ils ont, en accord avec les autorités, décidé de décaler le salon qui se tenait en mars habituellement. Là, ce sera du 7 au 10 mai, à Mantes-la-Jolie toujours. Donc, avis à la population, le salon de la chasse et de la faune sauvage de Mantes-la-Jolie du 7 au 10 mai 2021. Nous y serons, s'il se tient bien, ce que nous espérons de tout cœur, nous y serons du 7 au 10 mai, donc ceux qui veulent venir nous rencontrer, nous aurons notre stand comme à notre habitude. Une petite histoire insolite, je vais vous parler de cerfs-volants. Alors non pas de ce qui vole en l'air, mais de ce qui vole une carabine. D'un cerf-voleur. D'un cerf-voleur ou d'un cerf volant, quelque chose. Ça s'est passé à Maliorny, en République tchèque. Un chasseur était au poste, l'arme à l'épaule, quand tout d'un coup un cerf, probablement mené par les chiens, l'a bousculé. Mais il se trouve qu'avec ses bois, il a emmené la carabine ce chasseur s'est retrouvé bien entendu les fesses en l'air mais surtout sans arme et le cerf est parti dans la nature avec la carabine à tel point que la police tchèque de la région a demandé à tous les gens de leur signaler ce cerf qui partait avec une carabine accrochée dans les bois. Quand on a publié ça sur nos réseaux, beaucoup ont dit mais allons, qu'est-ce que vous allez inventer pour faire le buzz et essayer de faire de l'audience? Non, c'est réellement quelque chose qui s'est passé en République tchèque. À Maliorny, j'ai même retrouvé un article de la presse locale que j'ai eu beaucoup de mal à traduire, mais qui parlait bien de ça. Nous espérons que l'enquête de police avancera rapidement et que ce cerf sera mis sous les verrous au plus tôt. Oui, un cerf trafiquant d'armes, c'est extraordinaire. Pour terminer sur une note un peu plus surprenante, je suis tombé sur quelque chose qui est ancien, mais qui est ressurgi récemment. Imaginez que nous ne connaissions pas, que nous soyons à un dîner ou à un verre chez des amis, et que tout d'un coup, je commence à parler pour vous dire ceci. Je ne pense pas que tuer un nouveau-né soit équivalent à tuer une personne. Un mois me semble un délai raisonnable à accorder aux parents pour décider si leur bébé doit vivre ou non.
Un chimpanzé ou un cochon se rapproche bien plus du modèle d'être autonome et rationnel qu'un nouveau-né. Vous allez ouvrir de grands yeux, vous allez considérer que je suis un monstre, un détraqué, un fou furieux, et vous auriez raison. Mais bien entendu, je ne dirai jamais ce genre de choses. Là, je me suis contenté de citer quelques phrases de Peter Singer, ce philosophe australien qui est le gourou et le maître à penser de tous nos animalistes et antispécistes. Alors, voilà ce que dit cet homme-là. Voilà la personne dont s'inspirent les animalistes et antispécistes qui disent aimer l'humanité. On peut en douter. Ce qui est extraordinaire, c'est que la famille de Peter Singer a fui l'Autriche pour fuir le nazisme, et on voit leur rejeton qui tient ce genre de propos. J'aimerais quand même que certaines personnes honnêtes, il doit y en avoir chez ces oiseaux, se posent des questions quant à leur inspiration. C'est inadmissible de tenir ce genre de propos, et surtout que ce type-là soit professeur dans une université au Québec. Voilà. Professeur de philosophie, de surcroît. Non, ça fait peur. On va passer maintenant à notre dossier de la semaine. Dossier de la semaine consacré ce soir à l'art et la chasse. Denis. Oui, je pense qu'il était important d'en parler. Je pense qu'il était important d'en parler un peu avant Noël, parce que ça peut donner de bonnes idées de cadeaux, car nous allons parler en effet d'art et de chasse. Depuis que l'homme chasse, il a représenté d'une manière ou d'une autre ces actes de chasse. Alors, bien entendu, il y a la tarte à la crème de la grotte de Lascaux, et même de peintures encore plus anciennes qui ont été trouvées il y a 1 ou 2 ans en Indonésie. Mais tout au long de l'histoire de l'art, la chasse a été représentée. Donc, on peut se demander pourquoi. Est-ce que c'était pour, comme on dirait aujourd'hui, frimer et raconter ses exploits? Est-ce que c'était pour magnifier ce rapport de l'homme et de la nature? Voilà, nous avons avec nous pour en parler 4 personnes hautement compétentes dans le sujet. Donc, dans un premier temps, honneur aux dames, Anne Chevet, qui est historienne d'art et conférencière, qui a d'ailleurs écrit un livre, un très beau livre, paru à la très bonne maison d'édition du Gerfaut, un livre qui s'appelle Art et chasse. Nous aurons avec nous Christophe Savouré, donc le propriétaire de la maison d'édition en question, qui est la maison d'édition qui a édité le livre de notre président, Willy Schran. Un beau succès de librairie. Succès de librairie. Très beau, oui. Nous avons avec nous Étienne Van Dendrich, qui est artiste peintre animalier, aussi sculpteur, que tous les chasseurs qui sont un peu sur les réseaux sociaux connaissent, car il anime l'actualité grâce à ses dessins de sangliers sur les réseaux sociaux. Toujours un petit peu, c'est le faisan de la chasse. Il illustre un fait d'actualité avec ses dessins. Et enfin, Thibaut de Witt, qui est... alors, je ne dirais pas peintre animalier, mais peintre de chasse. J'aime bien cette expression parce qu'elle me rappelle peintre de marine. C'est délicieusement daté comme expression, mais je pense que ça le caractérise bien. C'est l'homme qui illustre des scènes de chasse de manière assez humoristique, avec de très belles aquarelles. Bienvenue à tous. Juste pour les plus jeunes qui nous suivent, je pense que quand tu parlais de Faisan, tu parlais de Jacques Faisan. Jacques Faisan, oui, tout à fait. Il faisait des dessins lors de la jeunesse de Denis. Oui, alors, oui, les moins 2 ne peuvent pas connaître. Et je ne vais pas m'attarder sur le moins 2. En effet. Je pense qu'on pourrait encore une fois faire honneur aux dames. Et Anne, vous êtes historienne d'art, vous pourriez peut-être nous brosser un portrait de ce lien quand même assez important entre l'art et la chasse au cours de l'histoire de l'art. Alors bien entendu, nous sommes dans une émission qui a une durée limitée, mais que pouvez-vous nous dire à ce sujet de ce lien entre l'art et la chasse, qui me paraît, moi, assez intime, assez indissoluble même?
Oui, c'est intéressant en fait ce qui vient d'être ici dit dans l'échange précédent, c'est-à-dire cette allusion au faisan qui nous a tous fait effectivement beaucoup sourire, puisque je pense que peu d'entre nous avaient tout d'abord fait le rapport avec le dessinateur qui porte ce nom, mais parce que c'est vrai qu'à travers les siècles, on s'aperçoit que les animaux que l'on chasse ont souvent été utilisés dans le vocabulaire, de manière ici à établir des comparaisons et surtout en fait, eh bien, ils témoignent de ce qu'a été ce face-à-face ancestral et qui souvent entre l'homme et l'animal est vraiment passé par le relais de la chasse. J'aurai probablement l'occasion tout à l'heure, par exemple, pour faire un petit lien avec ce que vous avez dit à propos du faisan, de parler par exemple du symbole de la perdrix, qui en fait, à la Renaissance, a vraiment une connotation très érotique. Mais pour revenir un petit peu sur ce que ici nous étions en train de développer, c'est vrai qu'il y a eu très très tôt donc ce face-à-face. L'homme, tout d'abord, a certainement regardé l'animal avec beaucoup de curiosité, voire et surtout beaucoup de crainte. Et puis, une nécessité s'est imposée, c'est qu'il a fallu à la fois se nourrir et très certainement se défendre à l'égard de certains de ces animaux qui devaient être particulièrement impressionnants. Alors, vous avez cité le cas de Lascaux. On a relativement peu quand même d'informations sur ce que pouvait être aussi la perception de l'homme à l'égard des animaux pendant cette période préhistorique, puisqu'il nous manque en fait le texte. Mais c'est vrai que parmi l'une des très très anciennes scènes de chasse dont on dispose, il en est une qui existe dans le puits de Lascaux, qui est en fait une des parties les plus profondes de la grotte, et qui révèle en fait une chose très intéressante, c'est que à cette époque très ancienne, ce dont on est probablement certain, c'est qu'en fait, ce n'est pas simplement une représentation de la chasse, de l'art pour l'art, mais qu'il y a déjà à cette époque-là probablement en fait une relation qui est une relation plutôt d'ordre religieuse, en tout cas très symbolique, pour que l'on place ainsi dans les tréfonds, dans les entrailles, une scène qui par ailleurs pouvait avoir eu lieu évidemment en plein jour. Oui, en effet, mais de toute manière, l'art peut être aussi parfois une expression du sacré, et dès Lascaux, je pense qu'il y avait cette notion du sacré dans la représentation de l'acte de chasse. Oui, alors ça va très vite évoluer ensuite, donc au fil, c'est vrai, des siècles, parce que il y aura effectivement une présence du sacré, alors qui est très notable aussi à travers ce qu'a été la tradition antique, que l'on connaît beaucoup mieux. Particulièrement, si je prends le cas d'Hercule ou encore Héraclès, les travaux que va être amené à exécuter Héraclès. Parmi ces travaux, il y a la chasse qu'il va mener contre d'une part une biche et puis aussi un sanglier, qui sont à chaque fois d'ailleurs des animaux qui sont vraiment présentés comme des animaux hors normes et dont on sait aussi qu'ils symbolisent cette fois-ci ce que va être le rôle du chasseur pendant toute une période ici de l'Antiquité et puis qui continue un peu mais sous un autre aspect après. Il est aussi en quelque sorte le gardien entre le monde civilisé et le monde sauvage. Et en fait, Héraclès, d'une certaine façon ainsi, permet aux hommes d'être libérés de cette puissance que l'on n'arrive pas à maîtriser autrement. Est-ce qu'il y a, Anne, des époques dans l'histoire de l'art qui ont plus été tournées vers la représentation des rapports de l'homme avec la nature et en particulier de l'homme avec la chasse ? Vous entendez par cela peut-être aussi un regard vraiment sur la nature en tant que telle, l'animal en tant que tel ? L'animal en tant que tel et sur la chasse. Y a-t-il des périodes dans l'histoire de l'art où la chasse a été plus représentée que d'autres ? Alors, elle va surtout en fait s'imposer clairement effectivement pendant la période médiévale comme étant vraiment un marqueur social. Donc, lorsque je parle de marqueur social, il y a une chose qu'on trouve beaucoup dans les musées, c'est la présence dans les collections médiévales de tapisseries. Alors, c'est vrai pendant la période médiévale, c'est aussi une chose que l'on trouve en quantité encore au XVIIe siècle. Prenons le cas, entre autres, de ce qui était aussi un choix de Louis XIV dans le domaine du décor, et puis surtout après, puisque les Bourbons étaient de grands chasseurs chez Louis XV, chez Louis XVI. Et c'est vrai que le sujet de la chasse, quand je dis que c'est un marqueur social, peu à peu, elle s'organise cette chasse en étant, et particulièrement sur certains types de gibier, réservée à certaines catégories. Et le fait non seulement de chasser, mais de représenter la chasse sur ces tapisseries qui elles-mêmes sont des supports extrêmement coûteux. Ça, c'est une chose dont on ne se rend pas bien compte, nous, aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on donne souvent la priorité à la peinture. C'est une façon de faire aussi, évidemment, le lien avec peut-être ce qui sera dit après quant aux artistes qui sont présents. Mais autrefois et pendant la période médiévale, la tapisserie coûtait probablement beaucoup plus cher
que la peinture. C'est un long processus de fabrication. Elle est dotée en plus de plusieurs qualités parce que cette tapisserie, c'est à la fois quelque chose qui a un côté très utile. On les utilise de manière à pouvoir couvrir les murs, se protéger du froid. Elles peuvent être roulées, transportées d'une résidence, d'un château à l'autre. Leur coût est lié aussi à la matière qui permet de les fabriquer, puisqu'on va intervenir de la soie, entre autres choses, des fils métalliques, d'or, d'argent. Et le fait en plus d'y représenter des sujets donc, qui traitent de la chasse, c'est vraiment une manière ici d'installer en quelque sorte le propriétaire dans une situation sociale très particulière. Christophe, à vous maintenant. Merci Anne de toutes ces explications. Christophe, la maison d'édition du Gerfaut a édité le livre d'Anne Chevet et Arrêt Chasse. Y en a-t-il d'autres dans la collection de la maison d'édition consacrée à l'art ? Alors déjà, vous comprenez pourquoi j'ai choisi Anne pour faire un livre. Je comprends. Et d'ailleurs, j'attends avec impatience le prochain livre d'Anne parce que je crois qu'elle est intéressable. Voilà. Alors donc du coup, pour répondre à votre question, en fait, on est en train de préparer avec Anne un nouveau livre sur l'art et la gastronomie. Et en fait, dans l'art et la gastronomie, eh bien, on retrouvera aussi une partie consacrée au gibier. D'accord. Et donc, pour le moment, aux éditions du Gerfaut, le seul livre consacré à l'art est celui d'Anne Chevet, c'est cela ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Pour l'instant, c'est le seul. C'est pas le dernier, mais pour l'instant, c'est le seul. Donc je réitère ma proposition extrêmement malhonnête de tout à l'heure, faite hors antenne, de consacrer un livre aux artistes contemporains. Je pense qu'il y a un filon, surtout avec les artistes talentueux que nous avons avec nous aujourd'hui. Étienne et Thibaut, est-ce que vous vous sentez vous-même proche du sacré lorsque vous peignez, comme le faisaient les gens de Lascaux ou certains sculpteurs de l'Antiquité ? Je n'irai pas jusqu'à ce point-là, mais je pense qu'on a tous besoin de représenter nos exploits. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire à travers nos dessins. Et je pense que voilà, c'est juste... D'abord, on dessine surtout par passion de la nature. C'est surtout ça qui prend le dessus. Et voilà, on ne fait que relater des faits et puis des histoires. Enfin, de mon côté, c'est ce que je fais. Je relate juste des histoires qui me touchent et qui me font rire. Oui, mais c'est pour ça d'ailleurs que Thibaut, je t'appelais plus peintre de chasse qu'autre chose, parce que tu es un peintre de la scène de chasse et de l'instant de chasse. Et c'est ce qui est assez extraordinaire chez toi, c'est que tu sais saisir des instants qui nous sont tous arrivés aux uns et aux autres, que ce soit humoristique ou autre. Zut, la bécasse s'est passée lorsque j'étais en train de recharger mon fusil. Et là, je parle d'une expérience vécue récemment. Voilà. Étienne, toi, tu es à la fois peintre et sculpteur. Qu'est-ce qui t'a motivé pour devenir ce que tu es actuellement ? Ça remonte à la prime jeunesse, quand j'étais donc tout petit avec mon grand-père maternel, et déjà il était halteur, donc il y avait déjà la faune domestique, j'allais dire, et la faune sauvage qui nous entourait, les perdrix, les lièvres. Il n'y avait pas encore les sangliers et les chevreuils à l'époque. Mais le fait de le suivre dans les différentes activités agricoles et chasse, ça m'a permis de découvrir ce monde de la nature, de ramasser le perdreau, le lièvre, d'étudier aussi l'anatomie, même à 5-6 ans, montrer comment était fait tel animal en le vidant. Donc j'ai participé très jeune à la découpe. Et tout ça s'est imprégné. Et le dessin était déjà en moi. Je griffonnais, Thibaut était sans doute comme ça aussi, en dehors des marges, des caliers d'écoliers, ou un peu n'importe quoi, venait se greffer aux fables de La Fontaine, à la dictée. Anne, ce que disent nos deux artistes ici présents n'est probablement pas très loin de ce que pouvaient éprouver certains peintres, parce que après la représentation, je dirais, religieuse de l'acte de chasse, il y a eu la mise en scène des actes de chasse de riches mécènes, mais
Ensuite, je crois que l'art de la représentation de la chasse a évolué et est devenu quelque chose en soi, à partir peut-être du 18e, non, il me semble. Qu'en dites-vous ? Oui, alors je voudrais juste revenir justement sur ce qui vient d'être dit parce que je trouvais ça intéressant à la fois dans le travail que je fais, comme vous l'avez compris, donc avec Christophe pour les éditions du Gerfaut sur la gastronomie, mais dans laquelle on parlera aussi de chasse, et puis de ce que nos artistes là viennent de dire. J'aime beaucoup entre autres cette phrase. C'est une phrase qui vient en fait de la famille de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, tout le monde connaît évidemment le personnage parce qu'on a surtout retenu ce petit homme plutôt difforme qu'on associe généralement au plaisir de Montmartre, c'est-à-dire des plaisirs urbains très très loin du monde de la chasse. Ce que l'on sait moins parfois, c'est qu'en fait, Toulouse-Lautrec vient d'une famille très aristocratique où l'on est de brillants cavaliers et surtout de grands chasseurs. Le père d'ailleurs d'Henri de Toulouse-Lautrec était quelqu'un de particulièrement fantasque. Et en fait, dans la famille Toulouse-Lautrec, on partage 3 choses et qui nous réunissent, je crois d'ailleurs tous ici ce soir. C'est-à-dire qu'on est à la fois, en tout cas ils sont à la fois dans cette famille et bien souvent d'excellents chasseurs. Mais ce sont aussi à la fois Toulouse-Lautrec ainsi donc d'autres membres de sa famille des dessinateurs. Ils ont vraiment ça dans le sang aussi. Et puis enfin, ils ont le plaisir aussi souvent de consommer ce qui a été chassé. Et en fait, je crois que c'est la grand-mère ou la mère, je ne sais plus, de Toulouse-Lautrec, qui disait que quand ses fils tuaient en particulier une bécasse à la chasse, eh bien, elle leur donnait en quelque sorte 3 plaisirs. Et que ces 3 plaisirs, c'était le coup de fusil, le coup de crayon et le coup de fourchette. Donc, vous voyez que je trouve que ça clôture bien, en fait, ici, cette manière d'échanger sur le propos. Enfin. Et puis sinon, pour revenir donc aussi sur la question qui a été posée, oui, il y a vraiment une évolution très notable, puisque à partir de la période donc qui va être celle de la Renaissance, quand on va évoluer vers ce qu'on appelle les temps modernes, et particulièrement au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a toujours une dimension qui peut être symbolique dans les natures mortes, ça c'est une chose qui est avérée, mais il y a aussi vraiment à travers en fait l'image que l'on donne de la chasse, encore là un marqueur social et qui est souvent associé à l'idée de plaisir. Les femmes, par exemple, sont représentées en Diane chasseresse. Et bien sûr qu'à travers cette image, ce ne sont pas les vertus ici extraordinaires de la déesse qui sont représentées, mais c'est vraiment le thème de la chasse qui va être ainsi honoré, parce que, comme je vous le disais, ça reste un marqueur social qui est un marqueur très fort encore au XVIIIe siècle. Oui, la littérature, de toute manière, s'en est emparée, elle aussi, avec, dès le Moyen-Âge, des poèmes célébrant les femmes à la chasse, et des poèmes parfois à double sens, dont le second était très, très coquin, il me semble. J'évoquais tout à l'heure justement ce rapport, puisque vous parliez du faisan qui m'a fait sourire, mais aussi donc la perdrix. La perdrix, par exemple, dans les tableaux de la Renaissance d'un artiste d'origine germanique qui s'appelle Lucas Cranach, il représente très fréquemment des perdrix, alors souvent un couple d'ailleurs de perdrix, qui peuvent être présentées vivantes ou encore suspendues comme si elles étaient une sorte de petit tableau de chasse et qui sont associées à des femmes qui peuvent être les nymphes de Diane ou Diane elle-même. Et là, il y a clairement en fait une dimension érotique. On associait la perdrix un petit peu comme on le fait d'ailleurs pour le lapin aussi, à un animal qui avait des mœurs sexuelles débridées en fait, donc présenté comme un peu perverse. Et c'est vrai qu'il y avait souvent une double connotation dans ce cas-là. Très bien. Y a-t-il dans l'art plus récent, plus contemporain, plus moderne, des artistes qui, sans parler d'artistes animaliers purs, mais des artistes qui ont une représentation de la chasse? À quelle époque cela a-t-il commencé à décroître un petit peu ? Alors, il y a une évolution notable qui se fait notamment avec la Révolution française en ce qui concerne la chasse occidentale et plus particulièrement la France, donc qui est assez logique puisque vous connaissez probablement aussi cet effet qui va être celui d'une volonté de démocratiser en quelque sorte la chasse. Bon, ce qui va pas se faire aussi facilement que ça, mais c'est vrai qu'il y a un élargissement quand même de ce qui était vraiment quelque chose qui était réservé au domaine donc aristocratique, puisque je crois que l'un d'entre vous, parmi donc nos artistes présents, s'intéresse aussi un petit peu à l'image du chasseur de façon parfois un peu drôle. Il y a des caricatures de Daumier qui sont assez extraordinaires d'ailleurs sur le regard qu'il porte sur ces chasseurs entre guillemets du dimanche, ces nouveaux chasseurs. Mais c'est vrai que pour le coup aussi, cette démocratisation, cette image que portait la chasse,
elle va laisser place à des visions qui sont plus bourgeoises, plus tranquilles aussi, peut-être aussi parfois davantage liées aussi à une représentation de la nature. Et surtout, le grand sens symbolique, le sens mythologique, il va quand même un petit peu s'effacer, même si certains artistes ont continué à le faire, bien sûr. Hein, je pense, je crois l'avoir vu de mémoire d'ailleurs à la Maison de la Chasse, dans les salons, tout du moins, au peintre Garouste, qui est un des grands peintres contemporains actuels et qui traite aussi de cette thématique sous un aspect mythologique. Mais c'est vrai que clairement, quand même, c'est quelque chose qui est beaucoup plus aujourd'hui un peu en retrait par rapport à ce qu'il a été dans les temps passés. Très bien, Anne. Un grand merci à la fois de votre érudition et des lumières que vous nous, voilà, que vous nous apportez. Nous allons malheureusement devoir voilà, terminer ce dossier passionnant sur l'art et la chasse. Où peut-on trouver vos œuvres, Étienne, Thibaut, et vos livres, Anne? Dites-nous un petit peu où est-ce qu'on peut trouver tout cela. Alors pour ma part, dans toutes les bonnes librairies, si c'est la question qui me concernait, vous pouvez aussi directement en fait les obtenir auprès des éditions du Gerfaut qui les envoient gratuitement. Pardon, qui ne les envoient pas gratuitement, c'est une erreur. Les frais de port sont gratuits. Il y a un site internet des éditions du Gerfaut. Absolument, oui. Il y a un site internet, c'est www.éditiondugerfaut.com. Voilà, on livre généralement 3 ou 4 jours. Et comme Anne le soulignait, les frais de port sont offerts. Merci aux éditions du Gerfaut. Étienne, tu as un site internet? Non, mais je suis un vieux de la vieille. J'ai pas de site internet, qui n'empêche pas que je travaille beaucoup sur le net. On tape mon nom, donc Étienne Brandry, le moteur de recherche. On va sur Instagram, on va sur mon profil Facebook. Il y a toujours moyen de me joindre. Et puis on aspire qu'à une chose avec Thibaut, entre autres, c'est de pouvoir exposer à nouveau. Et normalement, au mai 2021, il y a le salon de la chasse et de la faune sauvage à Mantes-la-Jolie, sur l'île aux Maunes. Donc, oui, on va tous se retrouver là-bas, mais Google permet de trouver. En effet. Étienne, merci. Thibaut, toi, je sais que tu as un site internet. Oui, moi j'ai mon site. Vous tapez tout simplement thibautde8.com. Vous tombez sur mon site et puis et vous pouvez voir tout ce que je fais. Sinon, comme le soulignait Étienne, c'est vrai qu'on aspire aussi à vous voir sur les salons, parce que les salons, c'est aussi pour nous l'occasion de rencontrer les gens et de pouvoir discuter. C'était une année un peu compliquée, donc on aspire à ce que 2021 soit une meilleure année. Et comme le disait Étienne, là, il y aura pas mal de salons de chasse à Mantes-la-Jolie, le Game Fair. Et puis voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir, en tout cas de visu sur les salons. Donc pour le moment, il y a mon site, thibautde8.com. Un grand merci à tous. Merci à vous. Alors je sais, c'est toujours trop court. Nous aurions pu continuer comme ça toute la soirée, mais malheureusement il nous faut nous interrompre. Un grand merci à tous les quatre. En gros, on pourrait conclure en disant retrouvons le sacré de l'art de la chasse. Merci encore à vous quatre. J'espère en tous les cas que ça vous donnera aussi des idées de cadeaux pour les fêtes qui arrivent. On va passer maintenant à notre dossier équipement. Denis, tu voulais nous parler d'un jeu concours lancé par la marque Humbert. Oui, Humbert lance un jeu concours avec un lot extrêmement intéressant puisqu'il s'agit d'une carabine à air comprimé. Alors pas n'importe quelle carabine, pas celle de mon enfance qu'on ouvrait à grand-peine pour mettre un petit plomb et tirer à 10 mètres. Là, il s'agit de carabines de très haute gamme. Les carabines Stugger, c'est une marque italienne qui appartient au groupe Beretta, qui a des carabines absolument fabuleuses, de look extraordinaire. Moi, ce qui m'a surtout amusé, c'est le langage, les mots utilisés par la marque pour parler de leurs carabines. Nos carabines sont exclusives, sensuelles, provocantes et incomparablement italiennes. On a l'impression qu'il parle d'une jolie femme, mais non, il parle d'une carabine à air comprimé, bon, qui sont des carabines à air comprimé, à air compressé préalablement, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec les carabines de notre enfance, bien entendu. C'est réservé à des tireurs de haut niveau, mais c'est vrai qu'elles sont très belles. Je dois le reconnaître. Donc, bonne chance à tous ceux qui se lanceront dans ce jeu concours.
Bon. Patrick, tu voulais nous parler d'une nouveauté de la marque Alvis. Je ne t'entends pas. Oh, mais t'es équipé. Ah, mais je n'ai pas vu. branché mon casque. Et voilà. Ah, je t'entends bien mieux. Et oui, ben, vous savez, je suis un grand fan de Alvis. Donc Alvis, c'est un distributeur français, Alvis Audio, qui fait des produits pour l'acoustique et pour l'écoute. Donc ils font des casques, ce que j'ai aujourd'hui. Ils ont aussi des oreillettes, etc. Et ils ont sorti le kit Talkie-Walkie. Donc on est un peu équipé. Je vois que Denis, je lui fais envie. Il s'imagine ces années où il était dans l'armée. Mais on est un peu équipé, oui, c'est des gros équipements. Mais cela dit, c'est hyper pratique à la chasse. C'est-à-dire que ça marche. Là, j'ai mon petit Talkie-Walkie Midland. J'en ai pas besoin, donc Denis, je te le donne. Donne-le-moi. Ah, Donne-le-moi. il t'offre un cadeau, t'as Et il vu? m'offre un cadeau avant Noël. Je t'offre un 700 cadeau. €. Tu peux l'allumer. Tu dois être sur le canal 1. Je suis sur le canal 1. Et ben, parle dedans. Il faut appuyer évidemment sur le petit bouton sur le côté. Le bouton qui doit être ici. Patrick, m'entends-tu? Je t'entends très bien, Denis. Et alors attention, et là ça va faire un Larsen. Et là tu vas m'entendre. Ah. Je t'entends fort et clair, comme on disait autrefois chez nous. Donc ça marche bien. En fait, ça fait complètement Talkie-Walkie. Il n'y a plus besoin de Talkie-Walkie. J'appelais Denis sur le canal 1. Ouais, c'est hyper pratique. Mais ça fait complètement Talkie-Walkie. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus les mains encombrées. Donc on peut directement appeler les personnes, qu'on soit au poste. Moi, je suis dans la traque. On s'appelle, alors pas pour chasser, je le rappelle, on s'appelle pour organiser la chasse. Chasse en montagne, il n'y a pas de réseau, etc. Pour les fins de battu, l'enchaînement, c'est quand même hyper pratique. On l'utilise maintenant, on ne se passe plus des talkies parce qu'on peut enchaîner des tracks sans revenir à la cabane, sans perdre du temps, en étant efficace, avec la sécurité, etc. Et d'avoir ça sur la tête, même si ça fait un peu too much pour les chasseurs, c'est super pratique et je ne m'en passe plus. Donc le nouveau kit Talkie-Walkie. Et on peut le trouver où Vous pouvez aller sur le site d'Alvis, donc Alvis Audio. Le kit Talkie-Walkie, c'est les Walkers. Voilà, et après vous le trouvez à plein d'endroits, mais si vous allez directement à la source, vous allez sur alvisaudio.com. Cette émission touche à sa fin. Nous remercions nos 4 invités de nous avoir accompagnés ce soir. Patrick, Denis, merci à vous deux d'avoir répondu présent. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et sur notre site internet Vidéo de Chasse. On vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à dimanche prochain.